Hello, je viens de déposer Mia à l'école et à partir d'aujourd'hui, en gros, j'accueille une stagiaire de 3e. Donc elle passe une semaine avec moi et elle va voir comment je fonctionne dans mon quotidien, dans mon environnement naturel et par rapport à mon entreprise, mes activités, tout ce que je fais, etc. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous emmener avec nous. Et voilà, bienvenue dans ma vie. Ils sont comme dans les... Comment dire? Tu vois les interrogatoires quand ils filmaient là. Je suis avec ma stagiaire qui s'appelle Cécile, c'est ça? C'est ça. Donc bienvenue. Alors, tu es là pendant une semaine avec moi et je vais tout te dire sur mon parcours, sur mes méthodes. Okay. Tu vas voir un peu mon mode de vie, un peu speed des fois. Mais ça va bien se passer, voilà. Tout va bien. J'ai toujours écrit quand j'étais enfant et tout, des petites histoires et tout, tu vois, mais j'avais pas confiance en moi. Et je pensais pas que c'était possible, tu vois, que moi je puisse écrire des livres ou faire un truc, etc. En fait, j'avais jamais imaginé ça, mais j'étais toujours attirée vers l'écriture, les dessins aussi. Je te montrerai quelques dessins que j'ai fait après. Et de base, j'étais beaucoup plus dessin que écriture. Et après, en grandissant, je voulais vraiment faire un truc dans le dessin, mais j'ai pas été soutenue, tu vois, par mes parents ou autres. Croyaient pas trop en moi. Enfin, je sais pas, en fait, je pense que c'était pas un truc métier reconnu à l'époque. En mode, maintenant, notre génération, elle est beaucoup plus axée sur entrepreneuriat, devenir un artiste, gagner de son art. On a beaucoup plus la rage de faire ça parce qu'en fait, on est tellement connecté avec les réseaux sociaux que ça donne envie, tu vois, de réussir, etc. Et à mon époque, il n'y avait pas tout ça. C'était en mode de, tu vois, tu veux devenir un artiste, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible, tu vois. Et donc, j'avais un peu abandonné ce rêve-là. Ensuite, j'ai fait un décrochage scolaire, j'avais des problèmes personnels. Et j'ai arrêté l'école à 16 ans. Ne fais pas ça. C'est pas de projet. Parce que c'est galère. En fait, quand t'arrêtes, t'es lâché dans un monde où t'as pas de diplôme, tu sais pas quoi faire de ta vie. Et c'est galère en fait. C'est hyper galère. Genre, moi, je me suis retrouvée SDF sans rien, pas de source de revenus, je savais pas quoi faire, j'étais enceinte. Pire scénario possible, tu vois. Donc, c'était grave galère. Et donc, finalement, j'ai réussi à m'en sortir. J'ai trouvé un petit appart, j'ai eu mon bébé et tout. Et quand ma fille a eu à peu près 11 mois, je l'ai mis à la crèche. Et là, j'avais envie de faire un truc, tu vois. Et le premier truc qui m'avait intéressée, j'étais partie à la mission locale et j'avais vu un truc qui s'appelait le comité jeunes. En fait, c'est des jeunes qui se réunissent, qui ont fait des décrochages scolaires eux aussi. Mais sauf qu'on va faire des activités, on va faire de l'escalade, du bateau, on va sortir, on va se réunir, on va faire des courts-métrages, des trucs comme ça. Et je me suis dit, ah, mais ça a l'air cool. Et je voyais qu'il y avait quelqu'un qui animait ces ateliers-là et qui encadrait ça. Et je me suis dit, ah ouais, c'est ça que je veux faire moi en fait. Genre faire des ateliers avec des jeunes comme moi et kiffer ma vie tout simplement. Et donc après j'ai fait un service civique à la mission locale en tant qu'animatrice. Et on faisait des courts-métrages, on faisait des activités, on faisait des sorties et je kiffais ma best life. Ma première activité professionnelle c'était ça. En gros, j'ai posé ma fille à la crèche et puis après j'allais kiffer avec des jeunes et tout. Et j'aimais bien ce côté... faire des choses, tu vois, genre par simple passion, voir les gens heureux, genre avoir une dynamique de groupe, créer des trucs ensemble et tout, c'était ça que je voulais faire et rien d'autre. Sauf que mon service civique s'est terminé et je savais plus quoi faire, du coup je me suis dit, ah ouais, mais ça c'était que pour un temps, mais maintenant il faut trouver un vrai métier d'adulte, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai fait des formations, j'ai fait un peu de tout, j'ai fait formation restauration rapide, c'était horrible, j'étais grave mal payée. C'est horrible ça. Désolée pour les gens qui font ça, mais c'est pas mon truc. Non, en fait, le truc, j'étais grave dans des mauvaises conditions, on abusait sur nous, on était vraiment mal payés. Mais quand je vous dis vraiment mal payés, je peux même pas dire qu'est-ce qui s'est passé là-dedans, tellement c'est parti trop loin en fait. C'était un truc complètement illégal en fait. Bref. Ensuite, j'ai fait quoi? J'ai fait des petits boulots, tu vois, genre barman. Le barman c'est stylé. Ouais, mais barman pendant des festivals, tu vois, où il y avait les concerts de Maître Gims, le groupe de Bob Marley ou des trucs comme ça. Ouais, j'ai fait quand même des trucs assez stylés. Après, à un moment donné, je travaillais dans la fête foraine. Bon, un peu moins stylé, mais c'était cool quand même. Tu voyais les gens vomir quand ils sortaient des manèges. Tu te disais, ah ouais, cool. Donc, plein de petits tafs comme ça, tu vois. Et sur le côté, moi, je me disais, putain, mais l'animation, quand même, c'était bien. Je kiffais faire rire les autres, faire un truc, tous ensemble dans une dynamique super joyeuse et tout. Et donc, après, je passais mon BAFA. C'était cool. C'était un peu dur, parce que ils te poussent vraiment à bout, tu vois. Ils te montrent vraiment c'est quoi les pires trucs qui peuvent t'arriver quand on cadre des enfants ou quoi. Et donc, ça te forge un peu le mental.
Ensuite, j'ai fait les scouts à un moment donné aussi. Ok. Donc camping, etc. Donc c'est toujours dans l'encadrement et toujours aussi t'as un côté animation, faire des jeux, faire des grands jeux, des petits jeux, des chasses au trésor, des théâtres, plein de trucs comme ça. Donc ça c'était vraiment un truc qui m'animait. Et après j'ai continué, ouais, j'ai fait pas mal d'expériences dans l'animation. Je travaillais dans une boîte aussi, on faisait de l'animation. C'est là-bas que j'ai rencontré ma meilleure pote à l'heure actuelle, tu vois, parce qu'on avait grave la même énergie et tout. Et donc voilà, on va dire un peu avant de comprendre que je pouvais être un artiste, j'étais animatrice. Parce que moi, mon truc, en fait, c'était toujours émerveiller les gens à travers une activité, à travers un jeu, à travers un truc. Et pour mes 21 ans, à l'âge de mes 21 ans, pour mon anniversaire, donc c'était, tu vois, vraiment comme dans 16 vœux, tu vois, le jour de ton anniversaire, il t'arrive un truc de fou. Et le jour de mon anniversaire, je suis allée à la mission locale, toujours, et il y avait un atelier où on devait créer un personnage. Et le but, c'était de faire une page de manga. Ok. Et donc, moi, j'y connaissais rien en manga, tu vois, c'était que des geeks. Et moi, j'étais en mode, qu'est-ce que je fais là? Mais c'est pas grave, on va kiffer parce qu'on va faire un truc ensemble. Et voilà. Et les premiers brouillons de cet atelier-là, c'est là-dedans. Et c'est comme ça que Mission Mermaid a commencé, en fait. Donc j'avais fait un rond, personnage, après j'avais fait des petits traits, des petites flèches comme ça, après j'ai mis la date de naissance et ses parents, c'est qui, sa meilleure amie, c'est qui, c'est quoi, elle est comment, et puis elle doit avoir des trucs bizarres, sinon c'est pas un personnage atypique, tu vois. Et donc j'ai fait mes premiers brouillons là-dedans. Et ça c'est un truc, quand je pars en atelier, je montre toujours ça aux élèves, aux enfants ou avec les personnes avec qui je fais des ateliers. Parce que c'est le, tu vois, le noyau, ça a commencé comme ça, quoi, par plein de schémas bizarres, plein de flèches, plein de ratures, plein de mots, plein de trucs. Et puis finalement, c'est devenu un roman au bout de 2 ans. Le premier livre, j'ai pris 2 ans. C'était 1 an pour comprendre déjà c'était quoi le bordel créatif qu'il y avait dans ma tête et comment je pouvais le cadrer, etc. Et puis il y a eu 1 an de travail avec une maison d'édition. Et donc au bout de 2 ans de travail en tout, il y a eu un premier livre, donc le premier tome de Mission Mermaid. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Je vais jeter un petit coup d'œil. Bon, on regarde pas les fautes que je faisais parce que quand même, j'avais arrêté l'école. Mes bases de grammaire, de conjugaison et d'orthographe étaient nulles. Mais ça m'a pas empêché de créer quelque chose, quoi. J'avais dit au mec je pourrais pas faire un manga, tu vois, mais je te jure que ce que je suis en train de faire, ça va devenir un livre. Il y a un illustrateur qui est intéressé pour faire une BD. Je l'attends toujours, d'ailleurs. Je t'attends si tu regardes cette vidéo. C'est incroyable. En fait, ce qui est compliqué, c'est de le structurer. Le créer, c'est facile. Tu t'imagines un truc, t'écris exactement ce que tu imagines dans ta tête. Et si ça passe bien, on l'écrit dessus. Enfin, ça crée l'univers. Alors... Moi, ce que je commence, c'est... Je commence par imaginer un personnage. Ensuite, le personnage principal, je commence par lui. Ensuite, je l'imagine tout son cercle, c'est qui ses amis, sa famille, ses ennemis, dans quelles conditions ils vivent, est-ce qu'ils sont riches, est-ce qu'ils sont pauvres, où est-ce qu'ils habitent, à quelle époque, tu vois. Parce que tout peut jouer, en fait, l'époque peut jouer sur ton personnage. Si c'est une époque où il y a la guerre, ça va jouer sur le moral de ton personnage et sur son identité. S'il est d'une époque comme la nôtre, hyper connectée, etc. Tu vois, il y a plein de facteurs externes en fait qui vont jouer sur ton personnage. Donc l'époque est importante, le lieu aussi. Quelqu'un qui va vivre, je sais pas moi, dans la campagne, paumé, et qui veut devenir une superstar, tu vois, donc ça va jouer. Ou quelqu'un qui habite au centre-ville et qui en a marre et qui est, je sais pas moi, agoraphobe. Tu vois, enfin, en fait, l'environnement et l'époque ont beaucoup de facteurs sur ce que va devenir ton personnage. Donc c'est quand même assez important de bien choisir ça. Et ensuite, quant à l'environnement et le personnage, tu commences à développer les personnages qu'il y a autour, c'est qui ses ennemis, c'est, tu vois, comment chaque personnage autour a contribué à l'évolution de ton personnage principal. Donc chaque personnage en fait est lié, chacun va apporter à chacun quelque chose, que ce soit positif ou négatif. Donc c'est comme ça après que la toile commence à se tisser, parce que lui il va apporter quoi, lui il va apporter quoi, et comment ils vont être connectés entre eux. Et ensuite là tu commences à imaginer des trucs comme... on appelle ça des obstacles, tu vois. Donc quand tu as tout ça qui est tissé et que tu as besoin d'un truc un peu dynamique, tu vas mettre des obstacles, mais des obstacles un peu éphémères, quoi. Donc c'est un truc qui va arriver mais qui va se régler très vite. Ensuite un autre truc va arriver, ça va se régler très vite. Et au final tout ça c'est un chemin, quoi. Et tu as une mission avec un but final, mais avant d'arriver au but final il te faut plein de petits obstacles éphémères qui vont se régler
avec les personnages, avec les... Voilà. Donc en fait, même les personnages secondaires, ils ont leur importance dans l'histoire. Tout est important. En fait, chaque truc que tu places dans ton histoire est important et a une... Comment dire? A un sens, tu vois. Il suffit que même les figurants, ils peuvent être importants. Il suffit qu'il y a un figurant, je sais pas moi, qui fait tomber son milkshake sur quelqu'un, et puis il part, et puis il y a une serveuse qui vient, qui essuie, et puis la serveuse, elle tombe amoureuse de ton personnage principal, tu vois. En fait, chaque petit détail que tu mets dans ton histoire aura une conséquence. S'il n'y a pas de conséquence, en fait, c'est inutile. Voilà, enfin, pour moi, je le vois ça comme ça, tu vois. Ok, mais c'est impressionnant. Alors, il y a des gens qui écrivent tout et qui restructurent à la fin, qui revoient à la fin. Moi, je suis plus... il faut que j'ai une idée de qu'est-ce que je vais écrire avant. Je suis plus... je prépare le terrain avant, tu fais des plans de chapitres. Tu te dis très rapidement, chapitre 1, il se passe ça, chapitre 2, il se passe ça, chapitre 3, il se passe ça. Déjà, il faut que tu aies une vision un peu de l'histoire, en gros. Ensuite, tu la décortiques. Petit à petit, tu la décortiques. Et quand tu sais exactement dans le chapitre 1, tu vas faire ça, chapitre 2, ça, chapitre 3, ça, combien de chapitres et tout. Bah là, déjà, tu sais que tu vas pas te perdre, que tu sais que là-dedans, tu as fait telle information, là-dedans, tu as fait telle information, là-dedans, tu as fait telle information, et après, ça va. Tu le fais pour la passion, tu fais pas ça pour l'argent. Un auteur, en moyenne, ne gagne que 10% sur ses ventes. C'est 10% sur les ventes, 30% pour la librairie, 60% pour l'éditeur. T'as dit quoi? Quand ils sont payés. Il y a des éditeurs, il faut faire très attention, qui ne payent pas les auteurs. Et ça, c'est illégal. Et pour engager des poursuites pour une propriété intellectuelle, que ce soit livre, musique, film, etc., c'est le tribunal de Paris. Et c'est une poursuite qui dure très longtemps. Je refais toutes les couvertures, toutes les corrections, la mise en page, l'impression, la distribution. Voilà. J'ai tout repris, mais pendant 1 an, du coup, le temps de récupérer mes droits, de remettre tout ça au clair et tout, bah, j'ai pas pu faire de salon, j'ai pas pu faire de dédicaces, j'ai pas pu distribuer mes livres, j'ai pas pu vendre mes livres. Et tu vois, en fait, c'était horrible, c'était en 2023. Et j'avais peur en fait, je me suis dit, purée, j'ai pris des années à savoir qui je suis, quel artiste je pourrais devenir, tu vois. Et tout d'un coup, bah, ça s'arrête. Et ça s'arrête pendant 1 an et tu te dis, mais tu sais pas si un jour tu ressors les livres, si tes lecteurs ils seront toujours là, ou peut-être que tes lecteurs ils t'ont oublié et que finalement ça va flop, tu vois. Et peut-être que les librairies ils vont plus te reprendre parce que ça fait 1 an que t'es plus sur le marché et du coup t'es plus d'actualité et du coup, tu vois. Oui. Et c'est hyper flippant. C'est hyper flippant quand ta vie d'artiste s'arrête pendant 1 an. Bah en fait, t'as l'impression de plus exister. Tu te dis, mais t'es qui, tu vois? Est-ce que tu peux redevenir un artiste? Enfin, c'est hyper angoissant. Je pense que c'était une année hyper difficile pour moi. Mais je suis redevenue un artiste plus fort. Moi, j'ai pas oublié. Plus ambitieux. Moi, j'ai pas oublié. J'attendais le 3e tome avec impatience. Non, mais franchement, c'est ça qui m'a donné la force parce qu'en fait, il y a des associations de livres qui faisaient des gros événements, tu vois, qui m'ont permis de continuer à travailler quand même. Travailler dans ces événements-là, et ben il y avait des lecteurs qui venaient me voir et qui me disaient, bah tes livres ils sont où? On attend toujours et tout, tu vois, ils m'avaient pas oublié. Et donc je voyais qu'il y avait toujours cette attente et que finalement, bah c'est bon, peu importe si ça prend 1 an ou 2 ans, ils vont pas m'oublier, tu vois. Donc ça, c'était bien. J'ai fait ça pour moi. Mais j'ai envie de partager ça, tu vois, j'ai envie de faire exister, pas que pour moi, mais pour d'autres personnes aussi. La caméra. Qui est le dernier et qui clôture la saga. Et d'ailleurs, depuis que j'ai terminé la saga, je ne sais plus qui je suis. Parce que ça fait 6 ans que j'écris ça, tu vois, et du coup, bah... J'ai jamais écrit d'autres histoires que ça et je sais plus, genre je me dis est-ce que je serais capable de réécrire un truc aussi bien? Est-ce que je serais capable de réécrire tout court, tu vois? Et c'est un truc, tu te dis mais j'ai existé par ça pendant 6 ans et maintenant que c'est fini, je fais quoi? Bah après il y a déjà l'adaptation ouais. Enfin au cinéma. Enfin, l'adaptation en série, c'est sûr, ça c'est mon goal, mon but ultime de la vie, genre ma quête personnelle, c'est de faire ma série. Parce que je vais faire adapter du coup les romans en série, c'est mon truc. J'ai la vision de ça depuis plusieurs années. Ouais. Et du coup, j'ai commencé vraiment à m'engager là-dedans fin 2023.
quand j'ai créé mon entreprise et que j'ai commencé à refaire l'édition des livres et tout ça, je suis allée rencontrer des producteurs. Donc après toute l'année 2024, voilà, j'ai essayé de travailler sur un développement avec des producteurs, une réalisatrice, une scénariste. Et là, c'est un peu en stand-by, j'attends. Peut-être pour reprendre une nouvelle direction, je sais pas. Mais en tout cas, le projet, il est là. On verra ce que ça donne. Et après, j'essaie quand même de commencer un nouveau projet d'écriture. Mais tu vois, c'est difficile de se détacher d'un truc, de ton premier bébé, limite, pour faire un deuxième bébé. C'est trop dur. Genre, je sais pas, parce que ça, c'était tellement éprouvant pour moi. En fait, Mission Mermaid, c'était le truc de l'héroïne. Elle a le syndrome du survivant, un peu comme Harry Potter. C'est-à-dire, elle a vécu des drames, etc. Et donc, elle a énormément de culpabilité. Elle pense que, du coup... tout est un peu à cause d'elle, ou qu'elle aurait pu changer les choses, faire en sorte que si elle aurait fait différemment, il y aurait des personnes qui seraient pas mortes, etc. Et donc elle a cette énorme culpabilité. Et le truc, c'est qu'elle doit apprendre à se pardonner elle-même. Et donc par rapport à toutes ces rencontres, toutes ces aventures qu'elle va faire, un petit peu à chaque fois, à chaque tome, elle va essayer de soulager cette culpabilité-là, de se dire que c'est pas de sa faute, etc., etc. En fait, parce que plus mes personnages grandissaient et plus j'avais l'impression de grandir avec eux et de me guérir avec eux, parce que à côté de ça, je faisais des expériences, genre je fais constellation familiale, je sais pas si t'as vu le chemin de l'Olivier, enfin c'est des trucs un peu spirituels. Après j'ai fait, là je suis en train de suivre une thérapie, tu vois, donc en fait j'essaie de guérir un peu sur le côté et en même temps mes personnages guérissent et en même temps j'ai l'impression que mes personnages sont en train de me guérir moi, et c'est un truc un peu, tout est très mélangé. Et maintenant que ça c'est fini, je me dis je dois passer à un autre cap, tu vois, un autre niveau de conscience, un autre niveau de mission de vie, mais que j'ai pas encore trouvé. Mais du coup, quand tu vas réécrire un autre livre, est-ce que ce sera le même univers ou tu vas essayer de changer complètement d'univers? Complètement, ouais, je vais changer d'univers. Cet univers-là, pour moi, il est fini, mais tu vois, j'ai laissé des petites portes ouvertes. Je sais qu'il y a des personnages qu'on pourrait encore développer, il y a des trucs qu'on pourrait encore partir dedans, etc. Mais je laisse ça aux gens qui veulent faire des fanfictions. Mais ça se termine bien, non? Oui. Enfin, il y a des drames, tu vois. Il y a des personnes qui meurent. Mais pour moi, tout a un sens. Pour moi, même avant de mourir, chaque personne a terminé sa quête personnelle. Chaque personne a fait tout ce qu'il avait à faire et arrivé à son terme, tu vois, en termes d'évolution. Donc voilà. Et j'ai beaucoup hésité sur la fin. J'ai changé beaucoup de fois la fin. Je savais pas qui allait mourir, mais je savais que quelqu'un allait mourir. Et j'ai beaucoup changé. Et moi-même, j'étais en mode grosse crise existentielle. Qui meurt? Pourquoi? C'est quoi le but? C'est quoi la conséquence? Et en fait, j'étais en conflit avec moi-même. C'est quoi le bien? C'est quoi le mal? C'est, tu vois, la vengeance, pas la vengeance. Enfin, j'étais moi-même perdue dans un conflit existentiel en mode par rapport à mes propres démons, tu vois. Est-ce qu'il faut pardonner ceux qui ont commis l'irréparable? Est-ce qu'il faut pas pardonner? Et je me suis dit, en fait, déjà, si j'ai pas trouvé la question dans ma propre quête personnelle, je pourrais pas partager un truc comme ça dans un livre parce que du coup, ça va influencer les esprits. Tu vois, genre, quelqu'un qui lui-même se pose les mêmes questions, s'il trouve une réponse là-dedans et que la réponse n'est pas la bonne, ça va l'induire en erreur. Du coup, en fait, c'est une espèce de responsabilité que tu transmets inconsciemment. Donc, tu te dis, si t'es pas sûr de toi, sur ta propre réponse, tu peux pas donner une fausse réponse parce que du coup, ça va influencer, tu vois, la façon de penser de peut-être d'autres personnes. En fait, c'est une responsabilité de fou, tu vois, parce que ça arrive à un truc où tu te dis, tu vas transmettre quoi comme message? C'est quoi le message que tu veux donner? Est-ce que ton message il est bon? Est-ce que ton message il est fiable? Et si t'es pas sûr de ton message, tu peux pas finir le livre en fait. Et non, mais je pense que le message il est bon et que j'ai fait le bon choix. Je dois transmettre un nouveau message, sauf que j'ai pas encore trouvé c'est quoi le nouveau message en fait. Mais j'attends. Je pense que j'ai une petite piste et que je vais continuer à gratter. De toute façon, il faut prendre son temps. Hein. C'est pas. Il y a des personnes qui peuvent écrire un livre en 2 mois parce qu'ils sont hyper inspirés. Style, voilà. Mais des fois, ça prend du temps. Il y a des personnes qui peuvent prendre 10 ans. Il y a des personnes qui peuvent prendre... Regarde, il y a la saison 2. Tu connais Bref? Bref. Non.
Il y a une série hyper connue qui s'appelle Bref. Et c'est sorti il y a 10 ans. Et la première saison a pris 10 ans avant d'exister. Et la deuxième saison, le mec, il a pris 12 ans à réfléchir. 12 ans. Écrire 12 ans, ouais. Mais c'est une génial. dinguerie. Ouais. Et chaque épisode, c'est limite une thérapie. Et il y a tout le monde qui pleure là-dessus. Tout le monde dit qu'ils n'ont plus besoin d'aller voir un psy. Ils regardent Bref, tu vois. Et même moi, j'ai regardé, j'ai pas fini. Je regardais que les deux premiers épisodes. Et je me suis dit, waouh, mais 2022, c'était ma meilleure année. Okay. J'ai kiffé ma vie. Alors là, je sais pas. Et des fois, tu sais, genre des fois, même encore aujourd'hui, je réfléchis à 2022 et je me dis dans quel état d'esprit j'ai été à cette période-là, c'était quoi mon mindset, comment j'ai fait, parce que je sais que cette année-là, j'ai eu un mental qui a fait que, ou une énergie, tu vois, qui a fait que j'ai eu beaucoup d'opportunités. Et je me dis, il faut que je retrouve cette même fréquence vibratoire pour repartir à mon goal, parce que cette année-là, c'était incroyable. Je fais mon TEDx. Tu sais ce que c'est ? Non, pas du tout. C'est en fait, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle TEDx. Et c'est un truc, une conférence qui se passe dans le monde entier. Et il y a plein d'artistes, entrepreneurs, des gens qui ont réussi dans leur vie, etc. Des milliardaires ou autres, tu vois, qui viennent sur scène. Donc, tu as un petit tapis rouge, tu viens, et puis tu racontes ton expérience, en fait. Tu racontes comment tu as fait pour en arriver là, etc. Et du coup, moi, j'ai fait mon petit TEDx, tu vois, je me sentais star. Donc, je suis allée là-bas, j'ai fait mon témoignage. Et du coup, en fait, toutes les conférences TEDx sont retransmises sur la chaîne TEDx sur YouTube, en fait. Et ça, c'est hyper stylé. Oui. Genre, tu vois, comment vous dites slay. Tu slay, tu vois, quand tu dis que t'as fait un TEDx, c'est waouh. Donc j'avais fait ça. Ensuite, j'étais ambassadrice pour French Bee, la compagnie aérienne. Et en gros, ils étaient là en mode vas-y, on te paye un voyage, tu vas aller où? Moi, je suis en mode je vais aller aux États-Unis, tu vois. Et donc, je pouvais emmener quelqu'un avec moi. Sauf que ce qui était un peu triste, c'était un peu la période post-Covid, enfin après Covid, tu vois. Et je trouve que les mentalités à La Réunion, c'est quand même assez fermé. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de voyager, beaucoup de gens qui ont peur de sortir de leur zone de confort, de partir loin. Tu vois, on est très enracinés ici parce qu'en fait, c'est tellement pas accessible déjà de voyager, de quitter La Réunion, de partir ne serait-ce en métropole ou même à Maurice. Tu vois, il faut avoir quand même un sacré budget. Et du coup, on a tellement été habitués d'être hyper ancré sur l'île que ça crée une espèce de peur collective de partir loin, de partir à l'étranger dans un truc inconnu. Et du coup, personne ne voulait venir avec moi. J'avais un billet gratuit pour aller aux États-Unis, aller-retour, et personne. Et donc, j'avais un pote influenceur sur Paris qui avait l'habitude de voyager. J'ai dit, écoute, j'ai un billet pour aller aux États-Unis, t'es chaud et tout. Et il m'a dit oui, direct. Et donc, on est parti aux États-Unis, on a fait San Francisco. Ensuite, on est allé à Los Angeles. Et après, on est rentré. Et je crois que quelques mois après, je suis repartie à New York. En fait, je voulais, bien avant d'avoir cette opportunité-là, je voulais aller à New York, de base. Et donc, j'avais déjà commencé à payer mon voyage pour aller à New York. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité French Bee. Donc, je me suis dit, écoute, j'ai déjà New York, donc je fais de l'autre côté, la Californie, San Francisco, Los Angeles, etc. Et c'était incroyable. En fait, quand tu pars là-bas, t'as l'impression que tout est possible. Et tu vois, ça te change complètement de ta vision de réunionnais qui est là et que tu te dis en fait je suis un réunionnais, tu vois, je pourrais jamais devenir président des États-Unis ou faire un truc hyper foufou, tu vois. Et en fait quand t'es là-bas, t'as l'impression que tout est possible. Tu regardes les gosses dans le bus et tu te dis ça se trouve lui sera le futur président des États-Unis, tu vois. Et waouh, genre t'as l'impression que tout est possible, que tu regardes comme ça se trouve tu vas croiser Brad Pitt ou tu sais jamais, tu vois, c'est aux États-Unis, genre t'es là où il y a toutes les stars, où tout peut être possible, où tout peut être réalisable et tout. Et là-bas, l'énergie est différente. Quand tu croises les gens dans la rue et tout, on te dit « Ah, t'es trop belle, t'es magnifique et tout. » Mais vraiment, tu vois, ça sort du plus profond de leur cœur et tout, tu vois. Genre, ils sont très expressifs, mais très dans le positif, en fait. Et c'est complètement pas la mentalité de la France. Ils sont ultra positifs. Et même, tu vois, l'énergie que dégagent les artistes de rue... C'est impressionnant, genre en 60 secondes, il n'y a personne, ils placent des baffes, des trucs, un micro, un truc de danse et tout, et ils font une espèce d'ambiance, une espèce d'énergie
En 60 secondes, il y a une centaine de personnes qui viennent s'attrouper autour, tu vois, mais c'est un truc, tu te dis, mais il n'y a pas ça ici, enfin, what? Non, Comment c'est possible? Tu fais ça en France, les gens ils te regardent en mode t'es qui toi, tu vois? Tu fais ça aux États-Unis, mais tout le monde vient. Les artistes dans le métro, en France, dans le métro, ils galèrent, ils ont quoi, 2-3 pièces. Je te promets qu'aux États-Unis, les artistes dans le métro, il y avait un mec, il était talentueux, hein, je crois, il jouait du violon ou un truc comme ça, sa valise était ouverte. La valise était remplie de billets. Tout le monde venait jeter des billets comme ça. En fait, là-bas, tu vois, ils sont dans une autre mentalité. Ils sont dans une mentalité où ils vont mettre les gens en avant, ils vont croire en toi, ils vont croire que tout est possible, ils vont être dans la good vibe, ils vont te faire des compliments, ils vont, tu vois, c'est une autre dynamique et tout. Et tu te dis, waouh, cette réalité est possible en fait. Et ça te change un peu une vision à l'intérieur de toi qui n'a pas l'habitude de voir ça. Tu te dis, waouh, mais dans ce monde, il y a des endroits comme ça. Enfin, what? C'est incroyable. Donc ça m'a permis de, tu vois, de créer une autre vision du monde et de me dire, en fait, c'est possible. Peut-être pas ici, mais dans un endroit dans le monde, c'est possible. Voilà, tu vois. C'est ça. Ouais. Ça a l'air incroyable. C'est incroyable. J'avais trop voulu partir aux États-Unis. Ah, t'es encore jeune, hein, tu pourras. Hein. Franchement, si tu crois que c'est possible, ça va devenir possible. Parce que moi, franchement, il y a plein de trucs que j'ai fait dans ma vie et je me suis dit, mais comment j'ai fait, tu vois? Moi-même, je sais pas comment j'ai fait, tu vois. Je suis en mode... Ma situation, tu vois, pourtant, n'est pas... Voilà, faut revenir à la réalité. Hein. Je suis maman célibataire, artiste auto-entrepreneur. Tu vois, c'est un peu... une situation précaire, quoi. Mais de tout ce que j'ai fait dans ma vie, de tous les voyages que j'ai fait toute seule avec ma fille et tout, je me dis, mais quand même, si t'as la volonté, si moi je peux le faire, plus d'excuses de pas le faire, tu vois, pour les autres. Faut juste croire à fond et te donner les moyens et fonce, quoi. Donc, voilà, 2022, j'étais à mon apogée. Je reviendrai à mon apogée encore plus fort, j'espère, dans le futur. En 2024, j'étais allée au festival de Cannes série. Il y avait 2 festivals de Cannes. Alors, je t'explique comment ça s'est passé. Il y a le festival de Cannes tapis rouge film, genre Brad Pitt. Brad Pitt, tu seras ma référence. Et il y avait le festival de Cannes série, tu vois. Et donc, le festival de Cannes série, il est ouvert au public, accessible. Le festival de Cannes film, il n'est pas accessible au public. Il faut une accréditation, fait une invitation et tout. Et donc j'avais fait un truc, il y a un truc pour les moins de 30 ans du monde entier. Tu envoies une lettre de motivation, comme quoi tu es passionné, que tu kiffes ça, que tu aimerais trop aller là-bas, etc., etc. Et donc ils recrutent quelques jeunes du monde entier pour être invités au tapis rouge. Et donc moi j'ai fait mon truc, tu vois. Et puis j'ai attendu, et je me suis dit non mais ça se trouve j'aurais pas, tu vois. Parce que je voyais, j'étais dans un groupe sur Facebook, je voyais tout le monde qui l'avait et tout, je me dis non mais j'aurais pas. Et donc j'ai pris mes billets, je suis allée au festival pour aller au festival de Cannes série. Et je pars à Cannes série, j'emmène mon frère avec moi, je le rince, je prends son train, son Airbnb et tout, on kiffe notre vie et tout. On va sur le tapis, on voit les stars, on a vu l'avant-première de Fallout sur Prime Video. C'est une série un peu fantastique. Et genre on a vu les stars, tu vois, dans la série, on était en l'avant-première, on a vu, comment elle s'appelle? Il y a une fille sur TikTok. Ah non, tu regardes pas TikTok. Peut-être. Elle fait des courts-métrages. Enora Hope. On l'a vue. Bam. Tu es là, tu vois, t'es sur le tapis, tu fais des photos, t'as là. Déjà. Elle est incroyable cette fille en plus. Moi j'ai failli faire une crise d'angoisse quand je suis arrivée sur. Tu vois, parce qu'en fait t'es obligé de passer devant le tapis où il y a plein de paparazzis, mais genre des centaines de paparazzis. Et genre j'ai eu une angoisse, mon frère, tu vois, il était trop à l'aise, il a dit oh vas-y on va faire des photos devant les paparazzis et tout, machin en mode. Je voulais pas rester dessus. En fait, moi qui croyais que ça allait être le meilleur moment de ma vie, que j'ai toujours voulu faire ça, et que j'aime, tu vois, faire des vidéos, être sur les réseaux sociaux, faire la star et tout, je te jure que quand t'arrives devant 100 paparazzis, tu fais plus trop la star. C'est soit tu t'en bats les couilles comme mon frère et t'y vas, tu fais ta star, machin et tout, soit t'es comme moi, t'es en flip, tu te dis mon Dieu. Si t'as fait un faux pas, si tu te casses la gueule, si tu fais une grimace, si tu machin, tu vois, genre. Alors que les paparazzis, en fait, ils s'en foutent de toi parce que t'es pas une star. Ils s'intéressent qu'aux stars, mais en fait, c'est tellement. Tu vois tellement de flash partout, tu vois, t'es impressionné, t'es en mode. Oh, mon Dieu, j'étais pas prête en fait. Mais c'était grave une bonne expérience. Et quand je suis revenue de ce festival-là, j'ai eu la réponse avec le festival de Cannes Film pour dire que j'ai eu mon accréditation. Mais sauf que j'avais déjà claqué tout mon fric dans le premier festival et je pouvais plus repartir de la Réunion, reprendre un billet pour aller en France et tout, pour repartir au vrai festival de Cannes de film, quoi. Oh non, et donc j'ai dû refuser l'accréditation.
qui refuse une accréditation pour aller au festival de Cannes? Ok, c'est moi. J'étais deg. C'est trop dommage. Et j'ai dit, bah ouais, je suis désolée, je viens de loin, j'ai déjà pris mes billets d'avion pour aller au premier festival et tout, machin et tout. Et du coup, en plus, il te menace, il te dit, si tu te justifies pas de ton absence, t'es banni. Genre, tu reviens plus jamais au festival de Cannes. Genre, t'as pas le droit normalement de refuser ça, tu vois. C'est un tellement truc, voilà, incroyable que tu peux c'est un pas. truc tellement waouh, gueule, tu vois. Enfin, et du coup, j'ai refusé et j'ai expliqué voilà pourquoi. Et Oui. j'espère pouvoir un jour quand même revoir Oui, une bah oui, c'est accréditation quand même bien. qui vont pas me, tu vois, me blacklister parce que voilà, j'avais plus de thunes en fait. Quand t'es artiste, t'as des opportunités des fois, tu vois. Mais c'est improbable. En fait, tu crées aussi un peu tes opportunités. Mais par exemple, moi, des fois, j'ai eu des occasions où j'ai rencontré des ministres, genre ministre de la Culture, ministre des Outre-mer, où t'as vraiment, genre, tu vois, un échange avec eux, avec des députés, où tu dînes avec eux, et t'es là en mode. Avec des élus, t'es là, tu vas au restaurant avec eux, et t'es là en mode. Mais juste parce que t'es artiste et qu'ils s'intéressent à ton livre, à ton art, et qu'ils ont envie de t'aider, tu vois. En fait, t'as beaucoup de personnes de la politique qui adorent les artistes et qui ont ce côté un peu artiste et qui veulent t'aider à évoluer, à grandir et tout. Et tu te sens hyper privilégié hein. Quand tu te retrouves face à ces gens-là, tu vois, qui ont genre limite des caméras derrière eux de temps en temps, des costumes, des machins, tu te dis qui suis-je Qu'est-ce que je fais là? Quand tu vas à des assemblées avec, je sais pas moi, des trucs pour le département, des trucs comme ça, tu te retrouves à une tablée comme ça où ils sont en train de discuter des lois et tout. Des fois, tu es là en mode qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je vais dire? Et moi, je suis quelqu'un de très franche, donc je dis toujours, tu vois, la voix du peuple, parce que bah, je suis d'une situation un peu précaire, donc je vais toujours dire ce que je pense au final. Et je pense que quand t'es vrai, et quand t'es vrai sans forcément être arrogant ou quoi, mais quand t'es juste toi-même et que tu transmets la bonne énergie, et ben ta voix elle porte plus. Et les gens en fait ils sont forcément attirés vers ça. Vers les gens qui sont verts, qui ont l'air vrais, qui ont l'air sincères, qui se la pètent pas forcément plus que ça, tu vois. Donc je pense que c'est ça qui fait que bah, ça t'ouvre à des opportunités, etc., etc. Mais du coup, par rapport au festival de Cannes de film, c'est-à-dire que même si on n'est pas artiste, on peut quand même y aller. Si t'es Si jeune, on est et invité. si t'es jeune et que t'as moins de 30 ans et que tu fais une lettre de motivation, tu peux avoir une chance d'être accepté et Faire d'avoir ça une tous les ans invitation. jusqu'à mes 18 ans. Tu peux le faire, hein, si t'es vraiment Ok. déter. Après, si t'es accepté, et sachant que l'acceptation, genre ils te disent ça vraiment 2-3 semaines en avance, faut que t'aies les sous pour y aller, faut Ouais. que t'es chaud pour y aller, que tu sais où est-ce que tu vas dormir, faut que tu sois prêt, tu vois, parce Ouais. qu'en fait ils te disent ça, mais tu peux vraiment avoir la réponse à la dernière minute, quoi. Donc, mais c'est possible. Vas-y, ouais. Tu peux slay sur le festival de Cannes. Ouais. C'est cool, hein. Ça a l'air incroyable. Et aussi, quand tu ouvres ton entreprise, si tu en ouvres une entreprise à La Réunion avant tes 30 ans, tu as des aides financières. Tu peux avoir jusqu'à 8 000 € minimum. Ok. Et si tu grattes bien toutes les aides, tu peux avoir 10 000 € facile pour ouvrir ton entreprise à La Réunion. Ah ouais. Jusqu'à... Alors, les 10 000 €, tu peux les gratter si tu fais ça avant tes 25 ans. Ok. Et si tu fais après tes 25 ans, tu auras jusqu'à 30 ans, tu peux avoir jusqu'à 8 000 €. Ah ouais. Et ça, c'est grave cool. C'est incroyable. Et surtout, si tu fais un truc pour ta passion, tu vois, imagine, je sais pas, tu veux faire coiffeur indépendant, coiffeur à domicile et tout, mais que c'est grave ta passion, c'est un truc qui te rend heureux, ben t'as 8 000 €, mais t'achètes le sèche-cheveux hyper, tu vois, Ouais. tous les trucs hyper ouf. Enfin, t'as de quoi bien kiffer là-dedans, quoi. Tu vois, moi, par exemple, c'était atelier créatif, auteur, etc. Donc, j'ai pu faire corriger mes livres, je peux faire imprimer mes livres, j'ai pu faire mon meuble que t'as vu là-bas, Mission Mermaid, j'ai pu payer mais tu vois, tu peux même payer des personnes pour travailler avec toi. C'est un truc de fou. Bah, incroyable. Donc voilà, toutes les opportunités. C'est cadeau, prends. Après, est-ce qu'il y a une formation genre spéciale pour devenir auteur ou autrice? Non. Genre n'importe qui peut se lancer dans... N'importe qui. Y a pas... Comme... Bon, en fait, auteur, autrice, c'est sûr, il n'y a pas de formation. Tu peux faire... tu vois, tu peux te faciliter, on va dire, une ouverture d'esprit si tu fais, je sais pas moi, littérature, option littérature ou des trucs comme ça. Tu auras beaucoup plus de matière. Mais ouais, il n'y a pas d'école pour ça. Et après, scénariste, il y a des formations. Ok.
Mais tu peux aussi le faire en autodidacte. Je sais que ça va être très mal perçu de dire ça, mais j'y crois moi, en autodidacte, ok. Ensuite, illustrateur, etc. Je crois qu'il y a l'ILOA, une école où tu peux vraiment faire du graphisme, etc. Ok. Donc ça, je pense que c'est beaucoup plus technique. Mais bien évidemment que je crois aux gens qui font de l'autodidacte et qui apprennent par eux-mêmes et qui font un truc aussi bien que ceux qui font pas l'école, tu vois. Donc, Ok. pour moi, il n'y a pas qu'un seul chemin. En fait, les gens dans la vie croient toujours que, tu vois, ils sont passés par un chemin où il y a 1 milliard de personnes qui sont passées et que c'est le seul chemin et que si tu passes pas par ce chemin de 1 milliard de personnes, en fait, tu vas pas réussir. Ok. Et il y a des gens comme moi qui décident de pas passer par ce chemin où il y a 1 milliard de personnes qui sont passées et qui se créent son propre chemin, en fait. Et quand tu crées ton propre chemin, ok, c'est flou, mais tu as toutes tes chances d'arriver au même objectif, au même but. C'est juste que c'est un chemin qui n'a pas encore existé et qui est en train d'exister. Et donc personne n'y croit parce que du coup, il n'y a pas de preuve que ça peut marcher. Mais si toi, au fond de toi, tu sens que ça peut marcher comme ça, ben tu fonces. Et dans la plupart des cas, ça marche, tu vois. Alors, je dis pas qu'il faut pas passer par le chemin de 1 milliard de personnes, tu vois. Tu peux passer par ce chemin-là parce que c'est un chemin plus facile. C'est un chemin où tout le monde a déjà fait ses preuves. Mais si toi, au fond de toi, tu as une petite voix qui te dit c'est pas le chemin que tu dois emprunter et que ton chemin, il existe pas encore, qu'il faut le créer, ben, crée, tu vois. Et le chemin que tu es en train de créer, ça va montrer la voie pour ceux qui, potentiellement, ont envie de suivre un peu cette voie-là aussi. Tu montres le chemin, en fait. Tu montres un nouveau chemin. Et ça, c'est cool. Compliqué la vie d'artiste. Hein. C'est clair. C'est clair que financièrement, c'est compliqué. Tu n'auras jamais des revenus stables. Des fois, tu peux être bien, comme des fois, tu peux être vraiment pas bien. Toi, t'as pas forcément la vision, tu vois. Même, je dis pas que je crois pas au business plan. Le business plan, en gros, c'est tout un plan que tu te casses la tête à faire pour te dire si je vais voir un tel, je peux avoir tant. Si je vais voir un tel, je peux avoir tant. Et au final, là, je fais un plan prévisionnel. Ce trimestre-là, c'est sûr que si je fais ça, 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 j'aurai ça, ça, ça. Et si je fais ça, 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 j'aurai ça, ça, ça sur l'année, tu vois. C'est un business plan en fait, c'est un plan que tu fais pour visualiser toutes tes opportunités et tout ce que tu pourrais avoir. Je dis pas que j'y crois pas, mais j'y crois pas. J'y crois pas. Il y a des gens peut-être pour qui ça marche, mais je me dis en fait, le plan initial il peut toujours changer comme je le disais tout à l'heure. Tu vas faire un plan initial et au final, il y a 50% de chances que ça foire. Et sauf qu'il y a plein de trucs que tu n'auras pas envisagés et qui vont arriver entre temps et qui vont faire que le plan il va changer. Et c'est très difficile pour moi de concevoir qu'un business plan marche en fait parce qu'il y a tellement de critères qui peuvent ne pas fonctionner. Donc moi je suis un peu en mode je vis au jour le jour. Ouais. Je prends ce qu'il y a à prendre au quotidien et je suis pas très focus sur un plan déterminé parce que pour moi il y a trop de critères qui font que ça peut tout changer, tu vois. Voilà. C'est ma vision personnelle. Ok, c'est un peu le bordel. Voilà, je t'ai raconté tout mon parcours, merci de m'avoir écouté. Ensuite, on a rempli un peu le petit carnet de stage. Ouais. Tu m'as expliqué un petit peu tes projets, tes ambitions. Merci pour ça. Et maintenant, on va faire un petit atelier créatif pour arrêter de discuter et de faire quelque chose de notre journée. Donc j'ai des petits résidus comme ça, bon, on peut toujours faire un truc avec. Alors, l'objectif c'est de faire un tableau de vision. Donc comme tu as déjà vu sur les réseaux sociaux, c'est à la mode en ce moment comme tu as dit. Mais c'est un truc qui existe depuis très longtemps et que je fais depuis plusieurs années. En gros, ça te permet, attention, le caméra qui part en sucette. Ouais, on n'a pas beaucoup d'espace. C'est ok là? Oui, c'est bon. Donc en fait l'objectif c'est, tu penses à ce qui t'anime, tes rêves, ça peut être professionnel, personnel, une journée au spa, peu importe, tu vois ce que tu as envie. En fait c'est comme faire sa liste au Père Noël. Et tu prends des images dans les publicités que tu peux découper, ou sinon tu peux écrire des mots, ou sinon tu peux dessiner, ou voilà, découper, trouver un sens en fait. L'objectif c'est quand tu vois ton tableau de vision, tu sais exactement chaque mot, chaque image, ça représente quoi pour toi et ça te donne envie de réaliser tes rêves. Et on dit, la légende du tableau de vision, que si tu le mets dans un endroit et que tous les jours tu poses les yeux dessus, inconsciemment ça va te donner envie de trouver toutes les opportunités, à t'ouvrir à toutes les opportunités pour arriver à cet objectif-là.
Et donc ça te permet, c'est un outil en fait qui te permet de rester focus et apparemment d'arriver plus vite à, à ce que tu mets dessus en fait. Voilà. Ok. Donc voilà, donc moi j'aime bien faire ça. Après sinon je l'accroche dans mon salon et je le regarde tous les jours jusqu'à ce que ça arrive. Et la plupart du temps ça arrive. Et même ce que tu mets, tu vois par exemple, maintenant tu peux le faire aussi en version fond d'écran. Même ton fond d'écran, ça peut devenir ton tableau de vision. L'image que tu mets, ça peut probablement devenir ta nouvelle réalité. Genre moi à un moment donné, j'avais fait une image avec l'intelligence artificielle de moi, mes versions princesse à l'époque victorienne, tu vois. Et je me dis, mais je vais être ça. Je vais être la princesse, tu vois, genre qui a le respect de tout le monde, qui a la richesse, qui a cette part de féminité, mais tu vois, je voulais être ça en fait. Et je te promets que c'était pas prévu. Dernièrement, je suis allée à Londres. On est allé dans un quartier qui s'appelle Camden Town. Et il y avait un studio photo. Et il y avait les robes de princesse victorienne. Et j'ai pu mettre ma robe de princesse et tout. Tu vois, et j'ai eu la photo réelle, tu vois, qui était réelle cette fois. Et alors que, genre, je sais pas moi, quelques mois avant, ben, j'avais ce fond d'écran avec l'intelligence artificielle de la princesse victorienne version moi. Sauf que là, j'étais vraiment dans la vraie robe, avec le vrai photographe, la vraie mise en décor et tout. Et je me dis quand même, tu vois, genre, le truc de la visualisation, ça marche même quand tu fais pas exprès. En fait, j'avais mis ça sans savoir qu'un jour, j'allais pouvoir reproduire cette photo presque à l'identique, quoi, en réel. Donc je pense que ça marche. Et je pense que quand tu le mets en fond d'écran sur ton téléphone, ça marche encore mieux parce que ton téléphone est tout le temps sur toi. Donc, là, on va faire ça, tu vois, parce que c'est plus manuel, c'est plus machin. Donc, on peut potentiellement la prendre en photo et la mettre en fond d'écran. Mais tu peux aussi la faire sur d'autres outils que je te montrerai dans la semaine, Canva et tout. On peut faire aussi un tableau version fond d'écran. Ok. Ça peut être cool. Oui. Donc, bah voilà. Normalement, il y a 2 paires de ciseaux sur la table. Alors, Oui, il y en a un qui est caché. ici, Ok, donc on a fini nos tableaux de vision. D'abord, je vais montrer celui de ma stagiaire, très assidue. Donc, elle a mis réussir son brevet. Et puis ses relations personnelles, que ça se passe bien, avoir des cadeaux comme tout le monde. La bonne malbouffe. C'est là que tu fais, genre moi, tu vois, j'ai mis des repas sains et tout parce que je suis une adulte. Et tu sais, la jeunesse, bon ben voilà. Non, mais manger healthy aussi. Non, hein. mais oui, non, mais là, t'es dans la phase où elle peut se le permettre, tu vois. Le voyage, aller aux États-Unis, en Allemagne, gagner au loto. Comme nous tous, on veut. Et elle veut une Porsche rouge ou une McLaren noire. Je connais pas trop les voitures, mais je pense que ça doit être une jolie voiture. Et voilà son tableau. Alors, le mien. Voilà, le mien. Alors, j'ai mis que j'aimerais manger healthy, ce qui n'est pas encore le cas. Je bouffe que des Kinder et de la malbouffe, mais je vais y arriver. Prépare-toi. Ensuite, la maison de mes rêves. Donc là, il y a une allée, comme les riches, avec des palmiers sur les côtés et tout. Il y a un petit potager derrière pour faire des trucs locaux moi-même. Un grand jardin, une grande piscine, une grande terrasse, un grand garage avec une place en rose comme Sharpay Evans avec ma mini décapotable rose. Donc un grand séjour, cuisine avec un étage où il y a une chambre avec une salle de bain, une chambre pour Mia avec sa pièce secrète, voilà, comme dans les vidéos YouTube et tout, une grande suite parentale et tout, et voilà. Et après là j'ai mis l'année 2025, l'amour, voilà, que tout se passe bien en amour, suite à ça il y aura potentiellement des fiançailles, des bouquets de fleurs toute l'année. Après j'aimerais bien, tu vois, avoir une montre comme ça, des surprises, Mission Mermaid de la série, que je continue à travailler dans ma petite nouvelle ville chérie d'amour, le Temple. Et j'aimerais bien commencer un nouveau projet d'écriture, voilà, autre que Mission Mermaid, qui s'appellera potentiellement comme ça, RZ, mais c'est un titre provisoire. Et j'aimerais bien que ça parle du fait que je mérite d'être aimée. En gros, que mon héroïne
Elle, sa quête, c'est de se dire qu'elle mérite d'être aimée et pouvoir vivre une relation amoureuse. Voilà. Ce serait une romance, du coup. Oui. Ma potentielle future éditrice. Ok. Après-midi de la première journée. La médiathèque est fermée aujourd'hui, du coup on ira demain. Et je commence la création d'un nouveau roman. Enfin, que j'avais déjà commencé. Mais là, je vais faire les plans de chapitres de la Bible et tout, parce que j'ai la vision que je n'avais pas quand j'ai commencé. Elle est morte de rire sur ce que je suis en train de... Parce qu'on est en train de lire le premier chapitre que j'ai écrit. Elle est morte de rire, c'est bien. Le but, c'était de faire rire. Ça marche. C'est ma première bêta lectrice. J'attends la critique de la fin du premier chapitre. Et je vais commencer mon... C'est quoi ça? Dis-toi, les anecdotes sont tirées du fait réel. C'est pas du fictif. C'est vraiment Je te jure. Mais Alors, c'est des anecdotes de dates catastrophiques que j'ai eues et que j'ai retranscrit dans ce nouveau manuscrit. Payer l'hôtel. Seigneur. Ouais. Apprendre de mes leçons, je te dis. C'est pas des histoires de soucis. Ah oui. C'est trop bien. C'est vrai. Franchement, c'est grave bien. J'ai envie de savoir la suite maintenant. Elle va encore rire. Oh, mais je suis contente. Et il s'appelle vraiment Thomas? Ou c'est vraiment Non. un pseudo? C'est un pseudo. Ok. Seigneur. Ça va partir. Ok. en couille, cette histoire. Tu valides le projet? Je vais. Ok. Trop bien. Trop bien. Je serai la première acheteuse. Vas-y, tu...